Si vous sentez de la jalousie, vous êtes comme tout le monde. La jalousie est un phénomène normal, enfin normal entre guillemets, et universel. Et ce que vous devez essayer de voir et de travailler, tout seul ou avec l'aide de quelqu'un, c'est de voir à quel type de jalousie vous êtes en quelque sorte soumis. Et si par hasard, suivant le type de jalousie, il y a certains types de jalousie qui peuvent être soulagés. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, nous allons parler de la jalousie. Ben oui, la jalousie, il faut en parler pour cesser d'en être prisonnier. C'est ça le grand paradoxe. Plus on va parler de la jalousie pour essayer de la comprendre, de comprendre les mécanismes par lesquels elle nous emprisonne, plus nous allons pouvoir en être libres. Et vous allez voir, c'est absolument passionnant. Je suis Fabrice Midal, philosophe, fondateur de Réseau, la principale communauté de méditants dans le monde francophone, et auteur de nombreux livres, dont Foutez-vous la paix, Suis-je hypersensible, et le tout dernier, La magie de l'ordinaire, pour découvrir comment franchir les murs de nos difficultés de manière simple et profonde. Et pour nous éclairer sur le sens méconnu de la jalousie, les mécanismes inconscients de la jalousie, je reçois Jean-Michel Ougourlian, qui a consacré sa vie à essayer de comprendre les mécanismes délétères et parfois terrifiants de la jalousie pour nous permettre de nous en délivrer. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Fabrice, quelle joie de te retrouver. Surtout que nous allons parler d'un sujet dont on n'ose presque jamais parler, la jalousie, qui est vraiment un sujet que tu as étudié, exploré de manière absolument incroyable. Et pourquoi on parle si peu de la jalousie ? Tout le monde vit la jalousie. Il y a des gens qui font semblant, qui ne sont pas atteints par la jalousie, mais c'est quelque chose qui nous touche tous. Pourquoi on en parle si peu ? Et pourquoi c'est si douloureux ? Alors, on en parle si peu parce que ce n'est pas quelque chose dont on peut se glorifier. C'est vrai. C'est quelque chose dont on souffre. Et donc, par conséquent, il est extrêmement... personne ne viendra te dire qu'il est jaloux parce que ça le dévaloriserait. On ose dire qu'on est anxieux, on ose dire qu'on est en colère, mais on n'ose pas dire qu'on est jaloux, alors que c'est... Alors que moi, dans mon cabinet de psychiatre, puisque j'ai exercé, comme tu sais, la psychiatrie pendant 50 ans, là, ils peuvent se lâcher et dire « je suis jaloux » ou « je suis jalouse ». Et effectivement, je peux te raconter une petite histoire. Oui. Je vois arriver une dame, très bien, qui me dit « écoutez, voilà, je suis amoureuse de mon mari, nous sommes mariés ensemble depuis 25 ans, nous nous aimons beaucoup, et malheureusement, je ne peux pas me retenir, je ne peux pas me maîtriser, je ne peux pas maîtriser ma jalousie, parce que chaque fois que nous sommes au théâtre, au cinéma, ou dans un restaurant, ou même dans la rue, s'il regarde une autre femme, je fais une crise. Je ne peux pas m'en empêcher. Je l'engueule, il se fâche, et nous rentrons à la maison tous les deux brouillés, et puis ça dure 24 heures, et puis ensuite on se réconcilie, etc. Mais ce n'est plus possible. Mon mari me dit, écoute, j'en peux plus, il va falloir qu'on change. On va pas te donner tout de suite la solution, parce que je sais que tu l'as aidé par une solution extraordinaire. On va garder la solution pour dans quelques minutes. D'accord. Parce que je voudrais vraiment qu'on commence par juste voir la souffrance énorme de la jalousie. Cette pauvre femme, elle comprend même pas ce qui lui arrive. La jalousie la ronge. Parce que la jalousie la ronge, et surtout la jalousie, pas seulement pour elle, mais pour tout le monde, est un sentiment qui dévalorise. Ah ben voilà. Parce que la jalousie, être jaloux de quelqu'un, c'est admettre qu'il vous est supérieur, ou qu'il a quelque chose que vous n'avez pas. Et donc, par conséquent, la jalousie est un sentiment dévalorisant et dont on a honte de parler. Donc il y a la jalousie là, dans la relation amoureuse, mais il y a aussi la jalousie au travail, dans les relations. Mais il y a la jalousie dans toutes les activités du monde. C'est-à-dire que partout où on va, quelle que soit la personne à qui on parle, on peut être jaloux.
On peut être jaloux. Et d'ailleurs, dans les pays d'Orient, par exemple, ça ne s'appelle pas jalousie, ça s'appelle le mauvais œil. Et lorsque deux hommes, jadis, se rencontraient dans un pays méditerranéen, l'un disait à l'autre « Ah, mais tu as une très belle cravate ». Pour éviter tout de suite le mauvais œil et stopper le processus, il enlevait sa cravate et la lui offrait. Par conséquent, donc, attention, je ne veux pas rentrer là-dedans. Et donc, par conséquent, il y a des gens qui sont conscients de la gravité de la chose et de la souffrance que peut entraîner une jalousie lorsqu'elle devient chronique. Donc, en fait, la première chose, je trouve le premier message, c'est à tous ceux qui nous écoutent, si vous sentez de la jalousie, bienvenue dans le club des êtres humains. Si vous sentez de la jalousie, vous êtes comme tout le monde. Si vous sentez de la jalousie, vous êtes absolument en quelque sorte, dans la norme. Et ce que vous devez essayer de voir et de travailler, tout seul ou avec l'aide de quelqu'un, c'est de voir à quel type de jalousie vous êtes en quelque sorte soumis. Et si par hasard, suivant le type de jalousie, il y a certains types de jalousie, nous allons en parler, qui peuvent être soulagés. C'est ça qu'on va voir. On va essayer de montrer qu'il y a des manières de travailler avec la jalousie, mais il faut déjà reconnaître qu'on est jaloux. Il faut déjà reconnaître qu'on est jaloux, donc il faut déjà le dire. C'est très difficile à dire, parce que, encore une fois, c'est dévalorisant. Mais dans le cabinet du psychiatre, c'est une plainte qui est constante. Donc il y a plusieurs niveaux de jalousie. Il y a plusieurs niveaux. Donc il y a la jalousie quotidienne. Enfin, elle est quand même déjà douloureuse. Mon collègue a une promotion que j'ai pas eue, je suis blessé, c'est terrible. Et là, on va essayer de voir est-ce qu'il y a une solution par rapport à ça. Alors, mon collègue a eu... alors là... C'est injuste, il a une promotion, c'est pas moi, je suis mort de jalousie. Voilà. Et alors, je suis mort de jalousie, et la jalousie s'accompagne alors d'une plainte. On rentre à la maison et on se plaint à qui ? À son conjoint ou à sa femme. En disant, mais tu te rends pas compte, moi j'ai travaillé comme un âne, je me suis défoncé, j'ai passé des heures à faire ce rapport, et mon copain là, parce que le directeur le trouve sympathique, il lui a donné une promotion qu'il ne m'a pas donnée à moi. Donc il est jaloux. Et sa femme là peut jouer un rôle décisif, de lui dire, écoute, ça ne te diminue en rien. Ça ne te diminue en rien. Le fait qu'il ait obtenu quelque chose que tu n'as pas obtenu ne te diminue pas. Au contraire, ça va t'encourager à travailler mieux et plus et à faire une carrière. Faut pas t'inquiéter. Et puis de toute façon, lui, avec sa promotion, ça lui apportera rien. Donc en fait, ce que tu montres qui est déjà très important, c'est d'enlever un phénomène étrange. Quand je suis jaloux, je perds contact avec ce que je vaux. Voilà. Je perds contact avec moi-même, je perds toute indépendance, et je ne vois plus qu'en rapport à l'autre. Je me dévalorise. C'est dingue. Je me dévalorise, et je dis, la preuve que je suis... Alors là, nous revenons à ce dont nous parlions tout à l'heure. Lorsque votre femme vous trompe, vous êtes jaloux mortellement. Pourquoi ? Parce qu'avec elle, vous avez construit une relation, vous avez développé un nouveau moi, qui est le moi du désir de cette femme. Et ce moi du désir vous fait exister. Et si elle vous lisse, si elle vous quitte, si elle vous trompe, le moi du désir rentre dans une angoisse de mort, parce qu'il risque de disparaître. Et il va disparaître. Et par conséquent, là, c'est une angoisse phénoménale. Phénoménal. Et à ce moment-là, il faut absolument aider cette personne en lui montrant qu'en réalité, elle est comme avec une drogue, elle est dépendante de sa femme, ce monsieur est dépendant de sa femme ou de son conjoint, peu importe, et que cette dépendance constitue sa vraie maladie. Cette jalousie est une dépendance. Et donc, par conséquent, au lieu de continuer à tourner autour comme les planètes tournent autour du Soleil, il faut qu'il s'en éloigne petit à petit. Parce que plus il s'en éloignera, moins elle l'attirera et plus il sera indépendant. Il est bien certain que la Lune garde
son indépendance, en quelque sorte, entre guillemets, parce qu'elle a une certaine distance par rapport à la Terre. Si elle se rapprochait de la Terre, ce serait la fin du monde. Donc, au fond, la guérison, c'est voir que le problème, c'est pas tellement la jalousie, mais que la jalousie nous intoxique et nous aveugle. Et il faut essayer de se libérer de cette intoxication Absolument. aveuglante. Alors, comment tu as fait maintenant comment tu as fait avec cette femme? Donc, c'est très intéressant parce qu'on pourrait croire que tu vas lui dire « Ah, c'est pas bien, faut pas être jaloux », qui est le discours habituel qui enfonce encore plus, Ah non, qui est non, un alors discours là, moraliste, culpabilisant. D'abord, il ne faut pas lui dire c'est pas bien pour une première raison, c'est que c'est pas que c'est pas bien, c'est faux. C'est normal. C'est normal. Écoutez, madame, voilà. Enfin, tu peux juste redire ça, parce que je me sens juste tellement bien que tu dis ça. Parce que dès qu'on parle de jalousie, on sent mal, il faut pas le dire. Oui, c'est ça. Je suis honteux, c'est parce que je suis nul. Et là, tu dis non. C'est la première chose que tu as dit à cette femme, c'est normal que vous soyez jalouse de votre mari. C'est tout à fait normal. La seule chose qui est peut-être embêtante, c'est que vous ne comprenez pas exactement le mécanisme dont vous êtes le jouet. Eh bien, alors il m'est venu cette idée, je lui ai dit, mais chère madame, avez-vous un animal de compagnie? Alors elle m'a dit, oui, j'ai un chat. Ah, je lui ai dit, vous aimez votre chat? Oh, mais c'est ma vie, c'est mon bébé. Je l'adore. Et je lui ai dit, alors, si le chat, par exemple, se dirige vers une rambarde ou vers un balcon, vous devenez... Elle m'a dit, mais je deviens folle, je cours, je me jette pour le sauver. Bon, alors madame, quand vous allez dans la rue, vous vous promenez, vous voyez des chats. Ah oui, bah oui. Hein. Et quand vous voyez des chats, qu'est-ce que vous faites? Vous les regardez. Ah bah évidemment, puisque j'adore les chats. Et vous pouvez même aller, si un de ces chats s'approche de vous pouvez aller jusqu'à le caresser. Ah oui, ben bien sûr, je serais ravi de le caresser s'il s'approche de moi, etc. Je dis bien, voyez-vous, néanmoins, vous passerait-il par l'idée de prendre ce chat et de le ramener chez vous pour remplacer votre propre chat? Elle dit, mais il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Moi, j'adore mon chat, mais ça ne m'empêche pas de faire une caresse à un chat que je rencontre et qui est sympathique. Ah bon? Eh bien, j'ai dit, écoutez, madame, dorénavant, considérez les femmes que votre mari regarde comme des chats. Parce que votre mari regarde les femmes comme vous regardez les chats, parce qu'il vous aime beaucoup, vous êtes sa femme, vous êtes vraiment son épouse, mais quand il voit une femme, comme il aime les femmes en général, il la regarde. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'il va la prendre et l'amener à votre place à la maison. De même que vous n'allez pas prendre le chat et l'amener chez vous. Et elle m'a dit, mais oui, au fond. Et je lui ai dit, alors, je vais vous donner un petit conseil supplémentaire que vous appliquerez si vous voulez, mais moi je vous le donne le conseil. La prochaine fois que votre mari regardera une femme, d'abord, ne dites rien. Et quelques pas plus loin, appelez son attention sur une femme qui passe en disant « Tiens, regarde comme elle est belle, celle-là ». Il va être stupéfait et vous verrez que les choses vont s'améliorer. Alors, elle est venue me voir quelques semaines plus tard. Elle m'a dit « Écoutez, vraiment, votre truc, ça a l'air idiot, mais ça marche. » Parce que mon mari, l'autre jour au restaurant, je lui ai dit « Regarde cette femme qui vient de rentrer, elle est sublime. » Il a regardé. Il m'a regardé, il m'a dit « Mais ma chérie, mais tu es merveilleuse !» Et le lendemain, il m'a amené au théâtre, il a pris des places pour une croisière, il m'a offert un bracelet. Il est fou d'amour. J'ai dit « Vous voyez, plus vous l'encouragez à regarder ailleurs, plus il vous adore. De la même façon que vous caressez tous les chats du quartier, mais c'est le vôtre que vous aimez. » C'est extraordinaire. C'est assez extraordinaire. En d'autres termes, ce qui est fondamental ici, c'est que je lui ai montré la similitude des réactions entre les siennes et celles de son mari. Et de montrer qu'au fond... que là, dans ce cas-là, c'est pas parce qu'il regarde les femmes qu'il va l'abandonner. Non. Et donc, tu lui rends aussi une plus grande indépendance. Voilà, que donc elle peut être indépendante, elle peut se détendre, et surtout, elle n'a pas lieu d'être jalouse. Et donc on voit que parfois, c'est pas toujours le cas, mais là, notre jalousie nous aveugle tellement que parfois notre jalousie ne repose sur rien. Ah mais toujours, souvent elle ne repose sur rien, malheureusement souvent elle repose sur quelque chose, mais qui n'est pas... Vous savez, la jalousie, vous allez dans une réunion, et avec votre épouse, votre conjoint, peu importe, votre ami, hein, et tout le monde parle avec tout le monde, etc. Tout va bien.
Mais lorsque vous voyez le désir est quelque chose de très sensible. Et lorsque vous voyez que votre conjoint commence à rire aux blagues de ce monsieur qui est là-bas dans le coin, à le trouver très amusant, à s'approcher, à lui sourire, etc., tout de suite, vous sentez une possibilité de danger. Et là, vous êtes tout de suite jaloux. Vous êtes tout de suite jaloux. La jalousie se développe immédiatement parce qu'elle est d'une sensibilité, comment dirais-je, millimétrique. Millimétrique. Et il y a d'ailleurs un vers de Racine qui illustre ce que je viens de vous dire. C'est Néron qui parle à Junie dont il est follement amoureux et il l'oblige à recevoir Britannicus dont elle est amoureuse et il lui dit « je vous demande, je vous commande en tant qu'empereur de lui dire que vous ne l'aimez plus ». Elle lui dit « mais j'aurais beaucoup de mal à lui dire que je ne l'aime plus. Et puis ensuite, mon regard me trahira. » Et il lui dit « non, madame, j'entendrai des regards que vous croirez muets. » Donc, par conséquent, vous voyez jusqu'à quel point la sensibilité à la jalousie peut être aiguisée. Donc, souvent, l'autre a quelque chose que je n'ai pas, donc je crois que je suis jaloux, mais en fait, ce qu'il a, j'en veux pas. Mais je suis prisonnier. Je suis prisonnier. Parce que brusquement, au fur et à mesure de l'évolution des choses, je me sens dépendant. Je me sens dépendant. C'est comme une drogue. On commence par prendre un peu de drogue et on se dit c'est rien du tout, c'est pour s'amuser, c'est récréatif, etc. Et puis quand on est accroché, c'est fini. Et donc c'est le même processus. Il y a une gradation, une graduation dans la jalousie. Mais il y a une grande partie de la jalousie qui est profondément illusoire. Je suis jaloux pour rien. Je suis des fois jaloux de quelque chose que je n'ai pas, je perds mon indépendance, mais aussi, parfois, je suis jaloux, ça on va essayer d'expliquer pourquoi, c'est assez... tu as des explications très claires dessus, mais c'est fou comme on est des fois jaloux de choses qu'on ne voudrait pas. Oui, mais parce que on ne les voudrait pas... Mais si l'autre là, ça me rend malade, ça me rend malade. Mais si l'autre là... c'est que ces choses ont une valeur dont je ne m'étais pas aperçu jusqu'à présent. C'est fou. Donc, à ce moment-là, je dois être jaloux. C'est assez curieux comme système. On voit bien que les réseaux sociaux, tout ça, et la publicité, tout ça fonctionne sur l'idée. L'autre va avoir quelque chose, on met quelqu'un de très bien, et donc je deviens jaloux, donc je veux, et je suis manipulé là-dedans. Alors, nous arrivons là à quelque chose de très, très important en matière de jalousie, c'est que la jalousie est d'autant plus intense que les gens sont plus proches les uns des autres, les frères et les sœurs notamment. On peut aller comme ça jusqu'à Caïn et Abel, qui sont jaloux pour des vétilles. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui savent exploiter cette imitation du désir de l'autre, c'est la publicité. Pourquoi ? Parce que la publicité vous recommande des objets éminemment désirables, mais complètement partageable. Si l'objet est partageable, parce qu'on vous fait une publicité pour le parfum de Dior, mais c'est très facile. Vous n'avez qu'à aller à n'importe quel magasin, vous pouvez acheter le même. Donc, par conséquent, il n'y a pas lieu d'être jaloux. Mais il y a le mécanisme, c'est qu'on essaie de me rendre jaloux, qui fait que j'achète ce truc qu'en fond de moi, si j'étais indépendant, je ne voudrais pas, oui. Mais on manipule ce truc de jalousie. Il y a quelque chose qui me manque que l'autre a. Voilà. Et là, on peut commencer... Et surtout, on s'identifie à un personnage prestigieux. Plus personne ne peut boire du café. On boit du Nespresso parce que Georges Clooney boit du Nespresso. Donc, en fait, là, c'est très important. La racine, enfin, un des éléments cachés de la jalousie, c'est la comparaison, l'imitation de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre sur quelque chose de non partageable. Par exemple, si j'ai une admiration profonde pour la femme de mon ami, c'est dramatique. C'est comme dans toutes les tragédies de Shakespeare, ça se termine très mal. Pourquoi ? Parce que la femme de mon ami, il ne la partage pas.
Mais par contre, l'espresso, c'est à la disposition de tout le monde. Donc on peut être Georges Clooney et en même temps boire du café sans aucun problème. Mais on voit quand même que la jalousie ici nous manipule parce que c'est pas du tout du Nespresso que j'ai envie de boire. Et je me fais avoir. Mais vous n'avez pas, alors justement, vous n'avez pas envie de sentir ce parfum particulier. Vous n'avez pas nécessairement le goût de Nespresso en bouche, ça ne vous dit rien. Mais ce que vous cherchez, ce n'est pas l'odeur du parfum ou le goût du Nespresso, c'est l'identification à une forme de déité, une espèce de dieu très très célèbre, et vous prenez pour lui, vous dites voilà, je suis dans son monde, maintenant je suis comme lui. En plus, généralement, sans même nous en rendre compte. Ah ben absolument, bien entendu. Et tu as été, tout ça, ton intuition et ce travail a été confirmé dans une discussion que tu as eue avec Yves Saint-Laurent. Donc tu te retrouves avec Yves Saint-Laurent. Absolument, parce que j'ai eu la chance, oui, si on veut, quand j'étais jeune, Yves Saint-Laurent avait à l'époque, je sais pas, 30 ans ou 25 ans, mais il avait déjà un talent phénoménal, et puis j'ai été amené à m'en occuper à l'hôpital américain pour une chose banale, une grippe ou une petite dépression. Et il avait on lui avait apporté, bien sûr, des grandes feuilles blanches, et il traçait comme ça, au milieu, il coupait la feuille en 4, en quelque sorte. Et puis il m'a dit, venez, cher docteur, je vais vous montrer quelque chose. Et il a dessiné dans un des quarts une robe, une très jolie robe, évidemment, il dessinait divinement bien, ça ne se discute pas. Et il m'a dit, vous voyez, je viens de gagner 30 millions de francs. J'ai dit, ben alors ça. Mais alors là, j'ai dit une bêtise. Je lui ai dit, ben enfin, Yves, comment pouvez-vous être sûr que les femmes aimeront cette robe et vont l'acheter? Il me dit, enfin, Jean-Michel, mais elles porteront ce que je veux. Donc, en contre, il était tellement sûr de son prestige et du fait qu'on mette Yves Saint-Laurent, c'est la robe d'Yves Saint-Laurent, toutes les femmes allaient la trouver divine. Donc, en fait, la racine de la jalousie, c'est quand même qu'on perd quelque chose de notre indépendance. La jalousie est une aliénation de notre indépendance, puisque nous devenons dépendants de quelque chose que nous n'avons pas et que nous trouvons chez l'autre, et qui n'est pas partageable. Et ça c'est une énigme sur laquelle tu travailles donc depuis 40 ans. Et pour comprendre ça, il faut expliquer que nous sommes des êtres qui imitons. C'est parce que nous avons besoin d'imiter pour advenir à nous-mêmes que nous sommes piégés par la jalousie. Si j'ai bien compris, c'est ça. Absolument. La clé secrète. La clé secrète, que peu de gens comprennent et qui est lumineuse, même si ça prend un peu de temps à saisir le vertige que ça représente. Alors justement, parce que on a découvert au milieu du siècle dernier, René Girard, que le désir était mimétique, c'est-à-dire que ce que je désirais m'était en réalité inspiré par le désir de l'autre. Nous venons de parler de Georges Clooney, il désire boire de l'espresso, il entraîne mon désir vers le Nespresso, même si j'aime pas le goût. Et donc ça, c'est vraiment déjà très surprenant. Je crois que mon désir, c'est moi qui le décide. Et bien en réalité, comme avec l'histoire d'Yves Saint-Laurent, mon désir est souvent le désir d'un autre. Inspiré, suggéré par le désir d'un autre. Parce que quand je suis enfant, j'apprends en imitant. Voilà, je n'apprends pas tout seul. On est tout le temps en train d'imiter pour apprendre. Donc ça, c'est positif. Absolument. Et à un moment, ça tourne un peu... Absolument. D'ailleurs, Aristote avait déjà dit, de tous les animaux, le petit anthropos, le petit homme, est le plus intelligent parce qu'il est le plus mimeur. Et que c'est par le mimisme qu'il acquiert toutes ces acquisitions. D'ailleurs, comment apprend-on à parler? En imitant ses parents. On ne peut pas être enfant de Français élevé en France et parler japonais. Non, on parle français parce qu'on imite ses parents. Et petit à petit, au fur et à mesure que l'on grandit, on a de nouveau des modèles qui changent. Au début, il n'y a que le père et la mère. Et puis ensuite, il y a les camarades de classe. Et puis ensuite, il y a les professeurs.
Et puis ensuite, il y a les instituteurs, et puis ensuite, il y a les maîtres, et puis il y a les grands professeurs, et puis il y a les supérieurs, les directeurs, et ça peut aller comme ça jusqu'au président de la République. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, étant donné que nous sommes tous forcés d'imiter et de prendre modèle sur des gens que nous admirons, ces gens-là ont une responsabilité parce qu'ils doivent savoir qu'ils vont être imités, notamment les parents. Les parents doivent savoir la responsabilité qu'ils ont dans leur comportement. Des parents qui s'engueulent, ils vont déstabiliser leur enfant. Donc là, ce fait qu'on ait besoin d'imiter, c'est naturel, il n'y a pas de problème avec ça. On ne peut pas s'en échapper. Alors à tel point que j'avais, dans un de mes livres, jadis, imaginé de créer un concept, la mimésis universelle, l'imitation universelle, calquée sur la gravitation universelle de Newton, en disant que la mimésis universelle est pour les sciences humaines ce que la gravitation universelle est pour les sciences physiques. En d'autres termes, deux corps dans l'espace s'attirent mutuellement en fonction de leur poids et en fonction du carré de leur distance. Donc plus ils sont proches, plus ils sont attirés, plus ils sont collés, et plus l'un d'entre eux est lourd, plus il attire l'autre. C'est pour ça que le Soleil attire la Terre et la Terre attire la Lune. Ça, c'est la gravitation universelle. C'est la gravitation universelle, mais dans la mimésis universelle, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce que c'est que le poids? Le poids, c'est d'abord le poids de la mère, qui est énorme par rapport au bébé, qui est tout petit. Mais petit à petit, le poids devient autre chose, devient plus symbolique. C'est, par exemple, le prestige. Le prestige, c'est un poids. Si par exemple, je ne sais pas, si Einstein te tient un propos, il a un poids énorme que n'a pas le propos du concierge. N'est-ce pas? Évidemment. Mais pas seulement ça, il y a aussi le fait que le poids, ça peut être le nombre, la foule. Et quand il y a une foule, les moi individuels, la foule au sens de le bon, c'est-à-dire une masse qui se prend en foule avec un leader qui les dirige. Et à ce moment-là, tous les moi des gens qui sont dans cette foule se dissolvent en un moi général, en un moi commun, fixé sur ce que Freud appelait l'idéal du moi, c'est-à-dire le leader. Et ce nouveau moi, c'est ce que Gustave Le Bon appelait l'âme de la foule. L'âme de la foule. Donc, en conséquent, la foule, elle, c'est le poids. Donc, il y a dans la mimésis universelle, le poids est peut-être des choses différentes. Mais autant la gravitation universelle, c'est bien, c'est naturel, enfin, c'est comme ça. Autant là, il faut faire attention de cette mimésis universelle parce qu'elle peut m'aveugler. Des fois, c'est pas trop grave, mais des fois, elle peut m'aveugler et la jalousie repose en cet aveuglement où je ne suis plus moi. Voilà. Alors parce que la planète, elle ne veut pas être moi. Au fond, c'est pas grave que la Lune, elle est attirée par la Terre. Mais nous, les êtres humains, il faudrait quand même qu'on essaye d'être un peu nous-mêmes, être un peu indépendants. Il faut être indépendant. Et comment être indépendant? Posons-nous la question. Pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre? Parce qu'elle tourne. Parce que c'est à son mouvement qu'elle doit sa relative indépendance. Et qu'est-ce que c'est que le mouvement en psychologie? C'est le désir. En psychologie, il n'y a pas de désir sans mouvement, et tout mouvement est désir. Par conséquent, quand on est jaloux, parce que votre femme vous trompe, dont nous parlions tout à l'heure, on perd sa capacité de mouvement. On est figé, on est coincé, on est complètement inhibé, dépendant. Donc il faut retrouver du mouvement propre. Il faut retrouver la liberté de mouvement et l'indépendance. De la même façon que le malheureux drogué qui se shoot dans un coin de parc, il bouge plus. Il bouge plus. Alors que pour l'en sortir, il faudrait qu'il bouge, qu'il fasse du sport, qu'il fasse autre chose, etc. Donc, par conséquent, il y a cette notion très importante. La jalousie est aussi une forme de dépendance qui nous rend malheureux et nous dévalorise tout en menaçant notre identité propre. Parce qu'un moi qui a été développé en relation avec un autre,
Si cet autre vous largue comme une saleté, vous vous prenez aussitôt, vous vous dites, mais je dois être une vraie petite saleté par terre, puisqu'elle m'a abandonné, puisqu'elle me préfère quelqu'un d'autre, c'est que je suis rien. C'est une illusion. Hein? C'est un aveuglement. C'est un aveuglement absolu, et donc par conséquent... Je ne trouve plus de force en moi-même, je m'identifie au regard que l'autre a sur moi. Voilà, et alors mon moi, à ce moment-là, est menacé de mort. Mon moi est menacé de mort, psychologiquement. C'est pour ça que c'est tellement douloureux. C'est pour ça que ça peut aller, la jalousie, dans certains cas, peut mener au suicide. Ou au meurtre. Ou au meurtre. Alors, pour le meurtre, évidemment, il y a une tragédie dont on peut parler, c'est la tragédie de Shakespeare, Othello. Othello est amoureux fou de Desdémone, et Desdémone est amoureuse folle d'Othello. Mais il y a un petit salopard, qui est un assistant d'Othello, qui s'appelle Iago, qui lui persuade petit à petit, par des allusions, et je vous ai dit tout à l'heure combien la jalousie est sensible à au moindre petit détail. Il le persuade que Desdémone doit avoir un amant et que donc il a un rival. Alors, Othello cherche désespérément le rival. Mais il n'y en a pas. Eh ben justement, c'est pour ça qu'il ne le trouve pas. Il ne peut pas le trouver puisqu'il n'y en a pas. Et à la fin... Au lieu de se calmer, ça le rend de plus en plus fou. On rentre dans la jalousie que j'appelle psychotique, c'est-à-dire il devient fou, littéralement fou. Psychotiquement, il devient psychotique, il perd le sens du réel. Et à ce moment-là, il lui vient cette idée folle, il tue Desdémone pour en priver tout rival potentiel, rival qu'il n'arrive pas à identifier. C'est horrible. Et donc il tue Desdémone pour en priver tout rival potentiel. Et Shakespeare nous raconte cette tragédie pour nous montrer la vérité de la jalousie, son aveuglement, son délire. Comment la jalousie peut aller jusqu'au délire absolu. Et dans ton travail, tu remarques que les hommes sont aveugles de ce qu'est la jalousie, mais les grands textes de la littérature, les grands textes de la Bible, ne cessent de nous parler de la jalousie pour nous montrer le danger. Absolument. Tu sais, nous parlions maintenant, à l'instant, de la jalousie psychotique, mais il y a aussi la jalousie névrotique. Et nous en avons un exemple. En 1965, Claude François est amoureux de... comment elle s'appelle France Gall. France Gall, bravo. Et France Gall va à l'Eurovision. Et elle gagne l'Eurovision. Elle gagne l'Eurovision. Évidemment, elle est fière, elle est contente d'elle-même, et elle veut partager ça avec l'amour de sa vie. Elle téléphone à Claude François. Et elle lui dit, Claude, rends-toi compte, j'ai gagné l'Eurovision. Et Claude se décompose, la jalousie, comme une chape de plomb, lui tombe dessus, et il lui répond, tu as gagné l'Eurovision, mais tu m'as perdu. C'est horrible. Et le lendemain, Claude François trouve France Gall couchée devant la porte d'entrée de son appartement, et elle n'a pas quitté. Elle est restée couchée devant l'appartement jusqu'à ce qu'il lui ouvre la porte quelques jours plus tard. C'est incroyable, la jalousie, comment ça lui est tombée dessus aussitôt. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour ne pas perdre pied comme ça dans la jalousie? Là, il a perdu pied, c'est comme quand on est dans la mer et brusquement on perd pied, paf, on plonge. Et puis après, on... Mais quand même, j'insiste, je demande à l'expert, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas se retrouver dans ce... C'est très difficile parce que il faut dire aussi que là, il y a un fond névrotique, parce que tout le monde ne réagirait pas comme ça. Mais... Il y a un fond névrotique, c'est-à-dire il y a un fond d'instabilité chez Claude François qui immédiatement s'est vu dévalorisé parce qu'il n'avait pas, lui, gagné l'Eurovision, mais il n'était pas candidat. Mais il y a une solution que tu dis, qui marche de temps en temps, c'est de transformer la jalousie en émulation. Voilà, alors, quand on transforme la jalousie en émulation, ça, nous avons des exemples ça, dans le sport. Dans le sport, l'entraîneur arrive et il court et il fait courir à côté de lui le jeune qui veut entraîner. À ce moment-là, le jeune entre en compétition, en rivalité. Il est jaloux que l'autre court plus vite. Mais cette jalousie est positive parce ce n'est plus une jalousie
ce n'est plus une rivalité, c'est un entraînement. Il l'entraîne. Donc Claude François aurait pu dire « Ah, c'est formidable, c'est moi qui va gagner la prochaine fois ». Oui, ou alors il aurait pu dire, mais moi de mon côté, j'ai vendu, je sais pas combien, C'est clair. 100 millions de disques. Oui, ou alors que ça le motive Ouais. à se dépasser, à se mettre au travail et à retrouver comme ça son propre désir à lui. Parce qu'en fait, dans la jalousie, je perds mon désir. C'est ça, il a C'est la perdu. jalousie, il a perdu son désir à lui. de faire de la musique. Il a perdu, il a cru perdre, parce que c'est névrotique, hein, c'est pas normal, parce qu'il aurait pu lui dire, écoute, je suis particulièrement fier maintenant d'être l'amant de la gagnante de l'Eurovision, quelle merveille. Et nous avons eu le même cas avec Dalida et Luigi Tenco à Naples, dans le fameux truc Ciao amore ciao. Luigi Tenco vient, il chante Ciao amore ciao, et puis bon, il le chante pas mal, mais ça n'entraîne pas la foule. Et ensuite, il rentre à son hôtel et il regarde à la télévision Dalida qui, elle, va chanter la même chanson. Mais Dalida avait une telle puissance de voix et de personnalité que la foule devient en délire pour la même chanson, avec les mêmes mots. Et là, nous entrons dans une jalousie maladive, non seulement mortifère. Luigi Tenco est tellement jaloux brusquement qu'il se suicide. Non. Il se suicide. Et ça a détruit Dalida parce qu'elle a dit « Mais je l'ai détruit. J'aurais pas dû chanter comme ça. » Il a été tellement mortellement jaloux qu'il est mort. C'est dramatique. Donc tu vois jusqu'où ça peut nous amener, la jalousie. C'est terrible. C'est dramatique. On ne le dit pas assez, mais la jalousie joue un rôle beaucoup plus grand dans le monde. Elle joue un rôle fondamental, qui peut être parfois stimulant et normal, comme nous l'avons dit pour l'entraînement sportif, qui peut être banal. La jalousie de tous les jours, on va dans une soirée et puis on oublie après que sa femme a regardé un petit peu trop le monsieur et puis ça passe. Ou bien elle peut être névrotique, nous en avons parlé, ou bien elle peut être psychotique et entraîner la mort, de l'un ou de l'autre. Luigi Tenco se suicide et Othello tue Desdemone. Donc il faut faire vraiment attention. Il faut faire très attention. Mais ce qu'il faut surtout, c'est bien comprendre que la jalousie est un phénomène normal, enfin normal entre guillemets, et universel, et que l'essence de ce qui peut nous amener à nous en sortir, c'est de développer notre indépendance. Et puis la conscience du mécanisme de la jalousie. Et de prendre conscience du mécanisme de la jalousie. Parce qu'en fait, ce qui nous aveugle, c'est qu'on se rend... C'est qu'on n'en est pas conscient. On n'est pas conscient. On n'en est pas conscient. On ne s'en aperçoit pas. Et non seulement on ne s'en aperçoit pas, mais dans la plupart des cas, on le nie. On le nie. C'est-à-dire que je ne suis pas jalouse de ma sœur parce qu'elle a eu des enfants et pas moi. Non, je suis jalouse d'elle parce qu'elle est méchante. Et puis elle n'a pas été gentille avec moi. Hein. Donc on déplace le truc. C'est jamais on ne regarde jamais les choses en face, finalement. La regarder en face, la jalousie, peut nous permettre, voilà, qu'elle cesse de nous ronger et de nous détruire en nous apprenant à retrouver notre désir propre, parce qu'au fond, on a perdu notre désir propre. Absolument. On a perdu notre moi, notre existence, notre être, dans les cas extrêmes. Et surtout, on peut aussi la combattre, cette jalousie, en montrant l'équivalence des choses. Je me réfère de nouveau à l'histoire des chats. Elle a montré à son mari que son attitude envers les femmes, c'était la même que celle qu'elle avait vis-à-vis des chats. Alors elle a compris l'histoire. Donc ce que tu appelles, au fond, c'est là aussi, je trouve, un apport très fort de ce que tu dis. Se libérer de la jalousie, c'est pas un petit travail de rien du tout. Ah non. C'est ce que tu appelles le chemin initiatique de la sagesse. C'est ça, c'est le chemin initiatique de la sagesse, c'est-à-dire qu'il faut petit à petit...
L'initiation est fondamentale. Dans toutes les sociétés primitives, il y a un rite initiatique qui fait passer l'enfant à l'âge adulte. Et le drame de notre société, c'est qu'il n'y a plus de rite initiatique. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de première communion, il n'y a plus de service militaire, il n'y a plus de rituel, il n'y a plus de rite initiatique. En quoi ça change grand-chose sur la jalousie? Pourquoi c'est aidant, le rite initiatique, par rapport à la jalousie? Parce que justement, quand il y a un rite initiatique, on change, on voit très bien qu'on peut changer, qu'on peut passer du stade d'enfant au stade d'adulte. Donc je prends confiance dans mon propre pouvoir. Je prends conscience du fait que je peux changer et que par conséquent mon ancien moi peut mourir sans me tuer. Parce que je survis dans un moi supérieur. Comme la chenille et le papillon. La chenille meurt, mais le papillon s'envole. Donc par conséquent, là c'est très important de voir, et c'est la raison pour laquelle, là j'ouvre une parenthèse, je suis absolument contre les leçons de sexologie à l'école aux enfants de 4, 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, pour leur apprendre qu'il y a une différence, ou qu'on peut être un homme ou une femme, etc. Pourquoi ? Parce que la sexualité est le seul rite initiatique qui persiste, mais à condition que ce rite initiatique soit cherché par la personne elle-même. C'est-à-dire que le garçon ou la jeune fille, arrivé à l'âge de 10, 15, 16 ans, ça dépend, à la puberté, va petit à petit, lui, chercher l'initiation et se transformer. Il ne faut pas qu'on lui impose avant le temps, avant l'heure. Et c'est le seul rite initiatique qui reste. Donc il ne faut pas leur enlever. Donc là, c'est très important. C'est vraiment la clé, c'est d'advenir à soi-même, d'advenir à son propre désir, d'apprendre à désirer ce qui nous est donné ou ce qu'on a déjà. Voilà. Qui semble paradoxal, mais apprendre, voilà, dans un couple, pour reprendre ça, la jalousie est transcendée quand j'apprends à désirer le conjoint que j'ai déjà. Absolument, que le conjoint que j'ai déjà, mais surtout à ne pas le comparer sans cesse au conjoint des autres. Parce que, à l'évidence, ma femme est brune. Quand je vois une blonde, ah bah oui, mais si ma femme était blonde, ce serait peut-être mieux. Elle serait peut-être plus jolie. Parce que là, je suis plus dans le rapport au réel. Je suis à nouveau intoxiqué. On est de nouveau parti dans l'imaginaire. C'est clair. L'imaginaire, mais surtout l'imaginaire jaloux, parce que on peut très bien dire, ah ben non, mais moi, de toute façon, j'aime que les brunes, alors il n'y a pas de problème. Mais si on se dit à propos, mais au fond, les blondes, c'est pas mal. Ou les rousses, ah ben les rousses, alors là... C'est un vrai travail très important de se défaire de... Voilà. Et au fond, ça nous ramène aussi à l'oracle de Delphes et à ce qui est inscrit sur le temple de Delphes, connais-toi toi-même. Ça, c'est la manière de se libérer de la jalousie. C'est la manière de se libérer. Connais-toi toi-même, c'est-à-dire connais-toi toi-même en relation avec l'autre. Apprends à savoir comment tu réagis, quelles sont tes relations, quel est ton rapport à l'autre. Quel est ton rapport à l'autre, finalement? Parce qu'on ne peut pas se connaître soi-même autrement que par rapport à l'autre. On ne peut pas rester tout seul dans une chambre en disant « je vais me connaître moi-même ». On ne se connaît que par rapport à l'autre. Et justement, on ne se connaît aussi que par la prise de conscience du fait, et ça c'est très initiatique, que l'initiateur, il faut le suivre. Il faut le suivre. Pourquoi ? Parce que suivre quelqu'un, c'est à chaque pas affirmer qu'il vous précède. Et donc par conséquent, ça démontre à chaque pas que c'est lui qui guide, que c'est lui qui inspire mon désir, que s'il va à droite, ben je vais à droite, s'il va à gauche, je vais à gauche, mais c'est lui qui me montre la voie. Et je ne suis pas jaloux parce qu'il va à droite ou à gauche, moi je le suis. Et cette initiation est fondamentale dans toutes les cultures.
dans toutes les cultures, et elle peut contribuer à nous débarrasser de cette espèce de réflexe de jalousie qui est automatique, mimétique et universelle. Je crois qu'on a fait un beau tour. En conclusion, je voudrais quand même dire, c'est pas évident pendant longtemps, moi-même, j'ai résisté. Je trouve que ça demande un vrai travail d'arriver à reconnaître la jalousie. Est-ce que c'est quand même une humiliation ? En fait, on est aveuglé parce que ça semble humiliant d'être à ce point pris par la jalousie. Mais accepter qu'on est comme ça, un peu manipulé par le désir mimétique, permet paradoxalement d'être plus libre. Mais il faut accepter cette humiliation première. Voilà, permet d'aller vers une espèce de sagesse. Je peux peut-être encore raconter une petite histoire. C'est une chose qui arrive souvent en médecine, en psychiatrie, en médecine. Je vois arriver une dame qui rentre dans mon bureau avec une pile de dossiers comme ça. Et elle me dit, écoutez, je viens vous voir parce qu'on m'a parlé de vous. Mais voilà tous les dossiers de tous les médecins et de tous les professeurs que j'ai consultés, voilà tous les documents qu'ils ont faits, voilà tous les examens, voilà tous les traitements qu'ils m'ont faits. Alors vous allez me donner quelque chose, vous allez me... Alors je dis, écoutez madame, je ne peux rien vous donner. Imaginez tous ces professeurs éminentissimes. Moi, je suis rien du tout. Comment voulez-vous que j'apporte quelque chose par rapport à cette pile de dossiers que vous avez ? Je ne peux rien faire pour vous. Elle me dit, mais vous devez me donner un traitement. J'ai dit, écoutez, madame, quel traitement puis-je vous donner ? Vous avez essayé déjà tous les traitements, etc. Les plus éminents professeurs, vous n'allez pas mieux. Je veux dire, en toute simplicité, je vous dis que moi, je ne peux rien faire pour vous, vous comprenez ? Et alors, elle me dit, écoutez, non, alors là, franchement, moi, j'ai payé une consultation, je suis venu vous voir, vous devez me donner un traitement. J'ai dit, écoutez, moi, d'accord, je vais vous faire une ordonnance, mais je vous dis à l'avance que ça ne vous fera aucun bien. Ça ne fera rien du tout, puisque pas plus que les autres. Je vais simplement prendre rang dans la liste énorme de vos... Alors elle me dit, bon d'accord, allons-y. Et je lui prescris des trucs alors totalement inoffensifs. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je lui dis, tenez madame, moi voilà, enfin, vous allez m'ajouter à votre pile de... Et quelques jours plus tard, à peu près une semaine plus tard, elle me téléphone. Elle me dit, vous voyez que vous aviez tort. Vous voyez que vous êtes idiot. Votre traitement m'a fait beaucoup de bien. Vous voyez, je l'ai mise en situation de m'humilier. En allant mieux. Vous voyez, c'est une espèce de jeu diplomatique extrêmement bizarre, mais qui a marché. Et ça, il y a plein d'exemples que tu donnes et que tu montres. On ne peut pas échapper à cette loi, donc il faut jouer avec. Donc la même chose, mon mari ou ma femme me trompe. Quel conseil tu donnes souvent quand quelqu'un vient te voir ? Il y a plusieurs solutions. Ou bien vous faites semblant. J'avais fait ça avec une dame très élégante qui me dit, je me suis aperçu, mon mari, il a une maîtresse. D'ailleurs, j'ai été l'autre jour, je l'ai suivi, et à l'hôtel Bristol. Je me suis mis derrière une colonne, et je l'ai vu descendre avec la fille. Ils sont sortis de l'ascenseur. Il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai dit, écoutez, de chose l'une, vous aimez votre mari ? Il m'a dit, oui, mais lui-même, j'en suis sûr. J'ai dit, écoutez, voilà, nous allons jouer un jeu, si vous voulez bien. Dorénavant, vous allez, quand il rentre à la maison, raccrocher le téléphone brusquement, comme s'il y avait un problème, que vous ne voulez pas qu'il entende, etc. Et puis, vous allez lui dire, écoute, je sors cet après-midi. Où vas-tu, chérie ? Écoute, ça ne te regarde pas, c'est des copines, on va prendre le thé. Comme vous n'avez jamais pris le thé avec personne, il va se dire, mais c'est quand même bizarre.
Et petit à petit, vous allez comme ça créer des moments d'incertitude, mais tout en étant très aimable avec lui. Et bien, le monsieur, très rapidement, est devenu jaloux. Et là, ça va. Et là, il est devenu jaloux. Et il est venu me voir, en disant, vous pensez que ma femme me trompe? Je dis, écoutez, je n'en sais rien, mais si vous l'aimez, enfin, montrez-le lui. Il me dit, mais comment? J'ai dit, par exemple, je ne sais pas, amenez-la en croisière, vous serez tous les deux. Et bien, ça a marché. Tu les as rabibochés. Je les ai rabibochés. Et ben voilà, donc c'est pas très complètement moral, mais en réalité, si, c'est ça que je trouve important de préciser, ça semble pas moral. Nous, on a vraiment l'illusion qu'il faudrait toujours dire la vérité, et tu montres pas du tout, parce que on peut pas aller contre cette loi mimétique et de jalousie. Non. Il faut jouer avec. Absolument. De la même façon que si je prends cette tasse et que je la laisse tomber, elle va tomber parce que la pesanteur, la gravitation universelle va l'attirer vers la Terre. Impossible que je fasse autrement. Il y a une autre histoire que tu racontes aussi, que je trouve très surprenante et qui va déconcerter les gens. Quelqu'un vient te voir et dit, voilà, j'étais à une soirée de boulot, j'ai dragué... voilà, et on s'est retrouvés dans le lit ensemble, je regrette, je ne l'aime pas, c'est absolument... Et j'ai été voir ma femme et je lui ai tout raconté. Ouais. Alors, non, parce qu'en fait, il vient me dire, voilà, je suis très embêté parce que ma femme est dans un état piteux, elle pleure, elle n'est pas bien. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Il me dit, ben voilà, je vais vous raconter toute l'histoire. J'étais à un congrès, et puis je me suis trouvé assis à côté d'une dame très sympathique, etc. On a flirté un petit peu, puis on a évidemment bu pas mal. Et puis on était au même étage, on est rentré dans la chambre ensemble, et hop, j'ai couché avec elle. Alors moi, en tant qu'homme et en tant que psychiatre, je commence à bouillir à l'intérieur de moi-même parce que je pressens la bêtise. Et je lui dis... J'espère que vous n'avez rien dit à votre femme. Il me dit, mais bien entendu que oui, je lui ai dit. Je lui ai dit, mais pourquoi lui avez-vous dit? Il me dit, mais parce que je suis honnête. Je lui ai dit, écoutez, alors, laissez la morale et l'honnêteté, vous n'êtes pas honnête, parce que si vous étiez vraiment honnête, vous n'auriez pas couché avec cette femme, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas de l'honnêteté, c'est que vous n'êtes pas capable de supporter la culpabilité, vous le mettez sur le dos de votre femme, qui maintenant, la malheureuse, se demande ce qu'elle a fait ou pas fait pour vous perdre, pour que vous puissiez aller coucher avec quelqu'un d'autre. Et maintenant, c'est elle qui pleure et qui est malheureuse. Alors, allez la voir, expliquez-lui. Ne vous excusez pas, mais expliquez-lui. Un, que vous avez été entraîné dans des circonstances que deux, vous n'aimez pas l'autre femme, que c'est elle que vous aimez, que trois, vous êtes désolé de lui en avoir parlé parce que ça n'a aucune importance. Expliquez-vous. Et puis j'espère que ça s'arrangera. Mais comme quoi, mais j'étais furieux, parce que on a beau être psychiatre et installé dans un fauteuil, on a quand même des réactions d'homme. Je me suis dit, mais il est con, quoi. Ce que je trouve merveilleux de ce que tu expliques, et c'est ça que je trouve que c'est beau, toutes ces histoires, c'est qu'on voit à quel point c'est aidant de comprendre cette logique. Que c'est ça qui nous évite tellement de conneries. Ce qui est très important, et ça je l'ai dit en psychologie, je le dis en psychopolitique, parce que comme tu sais, j'ai écrit un livre de psychopolitique, etc. Il ne faut pas mélanger la morale avec la psychologie ni la politique. La morale n'a rien à faire dans toute cette histoire. Si je l'avais moralisé en lui disant mais comment, mais c'est pas bien, etc., mais ça n'aurait donné aucun résultat. Toutes les personnes là dont nous avons parlé, si tu les moralises, ça les énerve. Oui, puis ça ne permet pas de comprendre les mécanismes qui les aveuglent. Donc c'est à côté de la plaque. Et en fait, on est beaucoup plus moral en comprenant cette logique parce qu'on est beaucoup plus vrai du réel. Mais on a le sentiment que le type qui vous parle n'est pas moral, qu'il se moque de la morale. Pas du tout. C'est pas qu'il se moque de la morale, c'est qu'il est dans le réel. Et la réalité, c'est ce qui sauve. Le fait de regarder la réalité en face, c'est ce qui sauve. Par exemple, le monsieur dont nous parlions tout à l'heure, et donc que sa femme trompe, il doit regarder la réalité. Elle me trompe.
je suis dépendant, je dois être indépendant, je dois m'éloigner, je dois cesser de tourner inlassablement autour d'elle en pensant que, de la même façon qu'il faut cesser de tourner autour d'un rival obsédant, et encore plus, il faut cesser de tourner autour d'un obstacle, parce que sinon, finalement, on est complètement prisonnier, comme l'histoire de Kafka. C'est le gars qui est devant la porte et qui attend qu'on lui ouvre la porte. Et puis, il y a un garde devant qui monte la garde. Et le paysan lui apporte des œufs, des jambons, des machins pour séduire le garde, parce qu'il veut rentrer dans ce truc dont il s'imagine que c'est l'ultime vérité qui est dedans. Et puis finalement, un jour, le paysan meurt. Et à ce moment-là, le garde s'en va en disant « Je n'étais là que pour toi ». Merci beaucoup. Merci d'être revenu nous éclairer sur le... C'est moi qui te remercie, mon cher Fabrice, parce que vraiment, tu me révèles. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Si vous voulez être au courant de toutes mes activités et de tous les dialogues que je fais, surtout, abonnez-vous à ma newsletter. C'est là où je vous fais part en avant-première des gens que j'invite et que je vais inviter. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire connaître cette chaîne, à me faire part de vos commentaires. Merci infiniment. C'est un plaisir de partager avec vous ce souci de la dignité des êtres humains.